Première table ronde sur la prévention. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait, la France n'est pas bonne pour la prévention en santé, alors que, comme chacun le sait, c'est primordial pour éviter les souffrances et aussi permettre la soutenabilité du système. Le poids de l'histoire et des habitudes explique sûrement cet état de fait. Alors, on peut donner quelques chiffres quand même. L'espérance de vie en bonne santé en France est nettement inférieure à celle des pays nordiques et aussi à celle de l'Allemagne et du Royaume-Uni. La mortalité liée à des causes évitables pour la prévention est élevée en France: tabac, alcool, obésité, sédentarité. Soit les déterminants péjoratifs de santé restent à un niveau élevé, comme le tabagisme et l'alcoolisme, soit s'ils sont bons, ils ont tendance à se dégrader, comme le surpoids, l'obésité et la sédentarité. Et les inégalités territoriales et sociales restent fortes. Le ministre de la Santé est aujourd'hui ostensiblement celui de la prévention, donc il y a de quoi espérer. Ici, la prévention nous tient particulièrement à cœur, car la recommandation cette année du think tank Économie Santé du groupe Les Échos, le Parisien, a été consacrée à la prévention, et nous préconisons dans cette recommandation un choc de cohérence. Alors, on va vous expliquer ce qu'on voit dans ce choc de cohérence. Pour en débattre, donc, Philippe Amouyel, qui est chef du service de santé publique, épidémiologie, économie de la santé et prévention au CHU de Lille, qui est aussi membre du think tank Économie Santé. Laurent Borrella, directeur santé de Malakoff Médéric. Frédéric Chéreau, maire de Douai et vice-président de la commission santé de l'Association des maires de France. Thomas Deroche, qui vient de Normandie, directeur général de l'Agence régionale de santé Normandie. Et Michel Pauli, conseiller santé de la direction générale du groupe EMA, aussi membre du think tank. Alors, ce qu'on voudrait, c'est partir un peu de cette recommandation sur laquelle on a travaillé une année, qu'on a publié, et on avait organisé un débat en mars dernier, juste avant l'élection présidentielle, et François Braun, à l'époque représentant le candidat Emmanuel Macron, était là, donc il a écouté. Et d'ailleurs, on peut se réjouir d'ailleurs que dans les propos de la ministre, c'est un peu dans le même esprit de ce qu'on préconise, et ça nous paraît important pour sortir un peu de la gangue dans laquelle on est. La prévention, tout le monde est pour. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde en fait. Il y a beaucoup d'actions de prévention en France, tout le monde en fait, mais chacun un peu dans son coin, et c'est pas synergique. C'est pour ça qu'on a essayé de construire une organisation au-delà de la démocratie sanitaire, au-delà du numérique, au-delà de tout ce qu'on peut faire et qui sont utiles à la prévention. Mais on s'est dit, il faut essayer de trouver quelque chose qui permette que toutes les actions se potentialisent et qu'on ait réellement des effets. Donc on s'est dit, il faut que l'ARS fasse un diagnostic territorial, ce qui fait déjà, ce que nous dira ceux de Thomas Deroche, à partir du PRS, c'est-à-dire quelle est la priorité sur chaque territoire. Alors, territoire, ça peut être un département, ça peut être une communauté de communes. Ensuite, que les collectivités territoriales s'en saisissent. Elles ont montré au moment du Covid que certes, elles n'ont pas de réelles compétences santé, les collectivités territoriales, sauf le département, enfin les mairies, il n'y a pas trop, mais qu'elles étaient très dynamiques, elles pouvaient organiser des choses, et c'est d'autant plus important que, comme vous le savez, la prévention, c'est 80% en dehors du système de santé. C'est l'habitat, c'est l'environnement, c'est la mobilité, c'est l'alimentation, etc. Donc c'est important et donc que les collectivités territoriales sur leur territoire organisent avec toutes les parties prenantes, comme on dit maintenant largement, que ce soit les professionnels de santé, des associations de patients, mais aussi des entreprises, les mutuelles. Il y en a 2 représentants de mutuelles qui sont ici. Comment tout ça peut se mettre en place. Donc je vous propose dans un premier temps Philippe Amouyel qui va nous expliciter un peu ce qu'on a prévu dans cette recommandation. C'est vrai que les propos de la ministre sont là et sont importants. Manifestement, il y a une voix qui se dégage. On espère que François Braun a bien écouté ce qu'on lui a dit en mars dernier. Et puis après, on fera un petit tour de table rapide avec les différentes intentions sur ces trois groupes. Puis après, on abordera les choses plus larges parce qu'évidemment, notre recommandation ne couvre pas tout l'ensemble de la prévention. Philippe. Merci Philippe. La recommandation, en fait, a voulu essayer d'envoyer un message concernant la prévention. Tout le monde fait de la prévention, c'est peut-être ça le problème aussi. Et l'idée, c'est que la prévention aille d'une part à ceux qui en ont le plus besoin, et d'autre part qu'elle le fasse dans un souci de cohérence nationale, régionale, territoriale. Donc c'est les éléments principaux. Donc ce à quoi on a essayé de réfléchir, c'est quels sont
la feuille de route qu'on pourrait imaginer, alors pas forcément dans tous les détails, mais dans les grands axes qui permettent de bouger un peu les limites actuelles de la prévention. Vous savez qu'en France, on est vraiment dans un système biomédical, on soigne les gens, on les prend en charge, mais tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe juste avant la maladie, en général, n'est pas nécessairement pris en charge de manière égale sur tout le territoire. Le premier élément, donc, pour créer ce qu'on a appelé un choc de cohérence et d'efficacité, c'est-à-dire rendre les choses plus cohérentes et les rendre du coup plus efficaces, le premier élément, c'est réellement d'avoir une vision territoriale. Le besoin en prévention n'est pas le même dans le nord de la France, à Lille ou à Douai, que dans le sud de la France ou dans l'est ou à Paris. Donc le premier point, c'est d'avoir une vision régionale, territoriale des éléments, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un diagnostic. Peut-être que ce qu'on appliquera comme prévention ne sera pas la même chose au nord ou au sud de la France. Donc le besoin d'avoir, en particulier les ARS, mais aidés par tous les acteurs qui potentiellement produisent des données de santé, pour justement établir ce diagnostic et envisager les choses. Mêler les parties prenantes locales, c'est-à-dire les villes, les communes, les territoires, les régions, pour qu'on ait vraiment toutes les parties prenantes, toutes les forces en présence dans la même direction. Premier élément pour cette cohérence. Le deuxième élément, c'est ça coûte de l'argent, il faut être clair, la prévention ça coûte de l'argent. Alors on calcule aujourd'hui ce qu'on met potentiellement dans la prévention dans le calcul de l'ONDAM, mais ce qu'il faudrait c'est faire un peu l'inverse, c'est mettre de l'argent dans l'ONDAM spécifiquement pour la prévention, parce que la prévention ça ne va pas s'inscrire dans l'année, ça va s'inscrire au cours des années, ça va s'inscrire dans le temps et les résultats ne seront pas pour demain, donc c'est un engagement fort qui va au-delà d'un mandat politique dans tous les cas. Donc c'est vraiment important de l'identifier. Le troisième élément c'est que la prévention, on est en France dans un système biomédical, c'est le médecin, les professions de santé qui sont autour. La prévention, c'est les individus. Alors je ne parle pas des patients parce qu'ils ne sont pas encore malades, mais c'est les Français et les Françaises qui doivent s'impliquer dans la prévention, d'où l'importance de leur demander leur avis, soit par leurs représentants politiques, soit directement en créant réellement, ce dont on parle depuis des années, c'est une démocratie en santé. Vous allez peut-être avoir envie, on va tous avoir envie de faire traiter tel ou tel problème, mais peut-être la population ne va pas l'accepter, donc ça ne servira à rien. Quatrième élément, c'est de mobiliser le système de soins. Ça ne se fera pas tout seul, bien sûr, ça se fera avec les Françaises et les Français, mais ça se fera avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les infirmières. Donc il va falloir mobiliser ce système de soins, prendre des rendez-vous réguliers, des rendez-vous à certains âges clés de la vie pour justement démarrer ou anticiper ces notions de prévention. Dernier point qu'on a mis en avant, c'est comment personnaliser cette prévention. Et bien aujourd'hui, on a un outil numérique qui se développe de plus en plus. L'Agence du numérique en santé est un de ces éléments. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les gens, de pouvoir les aider spécifiquement, de récupérer les informations, de les centraliser pour justement leur apporter le meilleur service. Et avec ces 5 grands axes, on pourra peut-être développer dans les 5, 10, 20 prochaines années des résultats de prévention efficaces. Merci, merci Philippe. Voilà, elle existe en papier, elle existe aussi en format électronique, pour le trouver sur Internet. Mais voici notre recommandation dont on est particulièrement fier. Thomas Desroches, il y a urgence quand même sur la prévention. C'est vrai que la prévention, comme les effets sont lointains, on se dit on va le développer. Cette idée de diagnostic que vous faites déjà peu ou prou, mais que vous explicitez peut-être pas forcément, est-ce que ça vous paraît une bonne chose pour être le point de départ d'actions synergiques en prévention? Alors, oui, évidemment, et je pense que la contribution que vous avez formulée est effectivement très bien faite, et on peut aisément la rejoindre parce qu'elle insiste sur effectivement cette question de diagnostic, mais plus encore sur la question de l'efficacité collective à renforcer par la mise en synergie ou la synchronisation de l'ensemble des différentes actions. Moi, ce que je peux dire, en tout cas en réaction, c'est que effectivement, il y a à la base 2 enjeux pour s'atteler mieux à la prévention. Déjà, d'en faire une priorité. Bon, ça a été dit, on a un ministère qui en a pris l'intitulé. Et il faudra aussi que derrière cet intitulé, il y ait des choix budgétaires qui soient faits pour inscrire dans la durée cette politique de prévention. On essaye de le faire avec des contrats pluriannuels sur les territoires pour donner de la visibilité aux acteurs. Mais c'est vrai qu'on est souvent sur des instruments de financement un peu court-termistes. Le fonds d'intervention régionale, par exemple, que les ARS connaissent bien.
La question derrière l'idée de la synergie ou en tout cas de l'efficacité collective, on peut peut-être quand même revenir sur des moments où la synergie a existé, la synchronisation s'est faite et ils sont pas. Récemment, on en a eu plusieurs exemples intéressants avec la crise du Covid, où finalement, en très peu de temps, parce que la priorité était claire, parce que l'enjeu était fort, il a été possible de réunir les associations, l'État, les collectivités territoriales à tout niveau d'ailleurs, pour apporter du service aux Français d'une manière assez efficace et assez rapide. On l'a tous vu dans toutes les régions, c'est pas une spécificité, ça s'est bien passé en Normandie, mais ça s'est bien passé dans toutes les autres régions. Et ça, on sait faire quand la priorité est claire. Là, par exemple, aussi récemment, le monkeypox, la France s'illustre d'ailleurs plutôt bien par sa politique de vaccination et de prévention. Pas seulement d'ailleurs la vaccination, mais aussi le respect des règles d'isolement qui nécessitent d'indemniser les personnes pour qu'elles puissent aussi être à l'isolement. Et on voit qu'avec les associations, là aussi, avec les collectivités, avec les acteurs spécialisés dans les CGID, etc., dans la prévention, on arrive à faire des choses. Donc le sujet, ça va être un petit peu de savoir effectivement comment d'une part, on priorise, et à partir d'un diagnostic, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller et qu'il faut cibler les territoires qui en ont le plus besoin et les comportements ou les sujets, effectivement, nutrition, sédentarité, pollution, qui ont le plus d'impact pour la population et dans les territoires qui ont le plus d'impact. Donc ça, les données, on les a assez facilement. En réalité, c'est pas très difficile. Moi, avant de venir, j'ai demandé aussi aux équipes de l'ARS de me sortir un peu, puisqu'on est en train de préparer le projet régional de santé, nouvelle version là, qui arrive. On peut faire une cartographie en une après-midi, on peut avoir tous les territoires de santé de la région cartographiés sur les différents indicateurs. Après, la grande question, et peut-être que je ne vais pas trop aller tout de suite dessus, mais ça va être à quel endroit on arrive à partager ce diagnostic entre acteurs concernés, parce qu'effectivement, les acteurs de santé ont un rôle à jouer dans la prévention, mais en réalité, c'est un rôle plutôt minoritaire, pas premier, parce que la prévention primaire, elle appartient plutôt finalement des comportements qui dépendent des acteurs de l'entreprise, des acteurs des collectivités territoriales, etc. Ils ont un rôle plutôt sur la prévention secondaire, sur des messages à passer lors de leur entretien avec les patients, etc. Mais la grande difficulté, le grand enjeu, et on essaye de s'y frotter sur d'autres sujets comme l'accès aux soins, comme l'investissement, c'est d'avoir des espaces où effectivement on puisse concevoir une stratégie, État, acteurs de la société civile, acteurs des collectivités territoriales et offreurs de santé, pour être efficaces ensemble. Je ne vais peut-être pas trop loin tout de suite sur le sujet, mais c'est vraiment ça l'enjeu, plus que le diagnostic, il me semble. Voilà, mais c'est bien d'avoir le diagnostic, ça peut stimuler et donner des envies. Vous avez fait une charte, je crois, sur l'accès aux soins, justement, pour réunir tout le monde. Vous nous direz si c'est peut-être le modèle qu'il faut diffuser. Mais on voit bien que la prévention, quand même, c'est un devenir. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas assez de prévention. Enfin, en creux, on peut tirer comme conclusion cela de votre intervention. Frédéric Chéreau, donc vous êtes maire de Douai, une collectivité, vous intéressez particulièrement à la santé, vous travaillez avec la FHF, sur la responsabilité populationnelle en particulier. Vous êtes mobilisé comme les autres, paraît-il, contre le Covid. Comment vous voyez cette organisation? Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment se mettre en place assez rapidement? À quelles conditions? Les conditions, je vais y revenir dans un instant. Pour nous, il y en a 3, mais je vais revenir un bref instant en arrière sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure et qui pour moi est important. Vous avez parlé de finalement 80% des déterminants de santé qui ne sont pas médicaux. Alors certaines études disent 60, 66, peu importe. Mais effectivement, c'est très majoritairement des déterminants de santé non médicaux. Et ces déterminants de santé, ils sont largement, pour une bonne partie d'entre eux, entre les mains des collectivités locales. Ce qui fait que quand vous disiez tout à l'heure que les maires ne sont pas acteurs médicaux, c'est vrai, mais les maires, les collectivités sont acteurs de santé. Quand on parle de ville active, de sport dans la ville, c'est nous. Quand on parle d'accès aux espaces verts, c'est nous. Quand on parle de sociabilité, qui est favorable à la stimulation cognitive, à la santé mentale, c'est largement les maires aussi. Quand on parle d'alimentation, notamment dans les écoles, c'est nous, etc. Quand on parle de logement, c'est beaucoup les collectivités locales. Ce qui fait que nous avons toute notre légitimité à intervenir sur le sujet, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors en plus, suite à cette crise sanitaire où les maires se sont aperçus que quand il fallait réagir rapidement
réfléchir hors de la boîte, trouver des nouvelles solutions. Ils étaient souvent meilleurs, plus rapides, plus efficaces que les autres. Les maires sont convaincus aujourd'hui qu'elles et ils ont une vraie légitimité à parler de santé. Et nous sommes convaincus aussi d'une chose, c'est que, au fond, les enjeux de notre système de santé, je crois que ça a été un peu dit, ce sera surtout demain des pathologies liées à nos modes de vie, des pathologies chroniques, liées au vieillissement, liées à nos habitudes de consommation, liées à nos habitudes de vie, toutes les pathologies liées à l'obésité, je crois que vous en avez parlé, l'insuffisance cardiaque, le diabète, le cancer, etc. Or, ces pathologies-là ne se soignent pas bien, ou en tout cas ne se prennent pas bien en charge avec des systèmes de réaction d'urgence et des plateaux techniques lourds. À un moment donné, c'est nécessaire, mais le but, justement, c'est d'éviter d'avoir à arriver à ce niveau-là. Donc, ça veut dire dépister, prévenir, informer, augmenter la littératie en santé des habitants, les accompagner dans le changement de leur mode de vie ou dans la prise en charge de leur maladie ou de leurs risques. Et j'en viens aux 3 conditions. La première, pour nous, c'est qu'il faut mettre la ville au centre. Alors la ville, c'est bien sûr les médecins de ville, parce que c'est le généraliste qui connaît la personne dans son cadre familial, dans sa durée de vie, dans l'ensemble de sa physiologie. Mais la ville au centre, c'est pas seulement le généraliste, c'est tous les spécialistes qui gravitent autour, c'est les pharmaciennes et les pharmaciens qui irriguent le territoire et qui sont des lieux de conseil, de contact quotidien avec les personnes. Puis c'est aussi autour de ça tout un halo médico-social, le département avec les protections maternelles et infantiles, l'éducation nationale, qui a toujours ce rôle de prévention dès le plus jeune âge, voire des acteurs auxquels moi je tiens, auxquels nous tenons, qui sont les acteurs sociaux de proximité. Il y a un vrai enjeu à faire se rencontrer l'expertise médicale d'une part, et ce que j'appelle l'expertise de l'habitant. Parce que toutes les institutions que nous sommes sont parfois incapables d'aller toucher la bonne personne au bon endroit dans un quartier en politique de la ville, quand l'association qui est en bas de la tour, elle, va être capable d'aller chercher cette personne et de la faire venir dans un climat de confiance, dans un lieu où on pourra parler. Et j'ai assisté à des réunions de ce genre où j'ai vu venir des gens que personne d'autre n'aurait été capable d'aller chercher. Donc la première condition, c'est la ville au centre. Et l'hôpital, en deuxième recours, pour apporter l'expertise nécessaire, et j'allais dire, voilà, le second rideau. La deuxième condition, c'est une vraie gouvernance, et ça a été évoqué aussi, au niveau territorial. Alors entendons-nous, les élus ne demandent pas à prendre seule la compétence santé, ou que ce soit totalement décentralisé. La santé, ça reste une compétence d'État, ça doit être une compétence nationale, et nous voulons qu'on soigne de la même façon dans une vallée alpine, au fin fond de la Creuse et à Neuilly-sur-Seine. Mais le pilotage local, ça permet d'être plus efficace. Un pilotage par bassin de vie, où on associe la ville et l'hôpital qui aujourd'hui ont du mal à se parler. On en parlait avec M. Deroche tout à l'heure qui me disait ça va mieux. Oui, mais on revient de loin. L'hôpital aujourd'hui rend essentiellement compte à l'ARS quand les professionnels de ville sont en lien avec la CPAM. Et c'est 2 tuyaux d'orgue qui ont du mal à se parler et qui sont même parfois en concurrence sur certains financements. C'est l'enjeu principal, et on en parlait tout à l'heure. Et autour, voilà, ville-hôpital, les élus là-dedans peuvent jouer un rôle de catalyseur, parce que nous, on travaille ni pour les uns ni pour les autres, on peut faire travailler tout le monde ensemble avec justement ce halo d'autres acteurs. C'est un petit peu la méthode de cette structure américaine, Kaiser Permanente, alors qui est une structure privée, mais avec cette logique de on est un continuum de santé, tout le monde travaille ensemble. Et la troisième condition, et je termine là-dessus, je vais être rapide, c'est d'intégrer ça dans les financements. Aujourd'hui, un hôpital, pour ne pas mourir, doit faire de la course à l'activité, même si c'est au prix de réhospitalisation inutile, même si c'est au prix d'hospitalisation pas forcément nécessaire en sortie d'urgence, il faut le dire. La ville peut faire aussi de la course à l'activité, parce que les médecins sont essentiellement rémunérés sur les consultations. Donc comment on fait pour intégrer des objectifs de santé publique partagés à l'échelle d'un territoire dans la rémunération des hôpitaux et des médecins? Comment on fait pour que ce soit vertueux et rémunérateur, ou en tout cas récompensé, de diminuer le nombre d'entrées à l'hôpital, non pas parce qu'on soigne moins bien, mais parce que les gens restent en meilleure santé et n'ont pas besoin d'être hospitalisés? Comment on fait pour rémunérer non pas à l'acte, mais sur un parcours de soins lié à une pathologie donnée, en disant voilà, cette personne-là, elle a une insuffisance cardiaque, on vous rémunère tant par an. Si vous voulez faire 3 rendez-vous, faites 3 rendez-vous. Si vous en faites 10, vous ne serez pas rémunéré plus. Et toutes ces réflexions financières sont prioritaires parce qu'aujourd'hui, tout pousse encore une fois les médecins et les hôpitaux à faire de la course à l'activité. Merci. Alors, il y a l'ARS, enfin, il y a l'État, représenté par les ARS, il y a les collectivités territoriales, et puis après, il y a les parties prenantes. La partie prenante, bien évidemment, il y a les professionnels de santé, plus sur la prévention secondaire, et puis il y a les associations de patients, et puis il y a aussi d'autres intervenants. Il y a l'entreprise, il y a les mutuelles, les assureurs. Alors, on a Laurent Borrella et Michel Paoli qui commencent. Michel Paoli, vous êtes responsable chez IEMA, Intermutuelle Assistance, de la santé, où vous développez dans
dans la prévention. Et IMA, c'est une plateforme de service. Alors IMA, le point de vue d'où je parle, effectivement, c'est un opérateur de service. On a donc des fonctions très opérationnelles, mais on est issu de l'économie solidaire et sociale, puisque nous avons été créés par des mutuelles. Nous avons 150 mutuelles comme clients, 150 mutuelles santé comme clients. Ce qui fait qu'en volume, on a une activité qui concerne à peu près plus de 40 millions de personnes en France, et sur des champs d'activité qui sont très vastes, puisque c'est le déplacement, la mobilité, l'habitat, la santé, etc. Mais du fait de notre ADN mutualiste, la santé est une ambition particulière et elle est centrée donc sur la maladie chronique, sur le grand âge, le maintien à domicile. Alors, dans ces objectifs-là, il est bien évident que la prévention est au cœur de ces problématiques. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour nos 150 organismes complémentaires clients? Nous leur avons mis à disposition donc des outils innovants. D'une part, des outils numériques. Aujourd'hui, c'est incontournable, qui sont un portail, qui sont une forme d'entrée vers nos offres d'assistance ou nos services. Il y a les aidants, la maladie chronique, le bien-être, la maladie redoutée, la santé au travail. Et surtout, une structure, une plateforme avec 4 métiers réunis au même endroit: infirmiers, conseillers sociaux, ergothérapeutes et travailleurs sociaux, qui permettent d'avoir un diagnostic à 360 degrés global de la santé d'un bénéficiaire, et de pouvoir donc mettre en place des actions de prévention ciblées sur le profil de risque et sur la situation, avec en plus l'utilisation massive de l'outil motivationnel qui permet à la personne de se prendre en charge de la façon la plus optimale. Notre retour d'expérience dans ça, et oui, effectivement, il faut un choc de cohérence. Oui, les mutuelles sont extrêmement légitimes à être partie prenante dans cette recherche de prévention qui doit se développer. Il faut savoir qu'il est difficile de recruter, d'enrôler et de maintenir les gens dans un programme de prévention. Donc il faut que tout le monde se mette ensemble. Donc il faut de la proximité déjà pour commencer. Le territoire, la proximité sont des choses importantes. Les mutuelles ont un avantage, c'est qu'elles ont une organisation territoriale. Donc elles sont parfaitement partie prenante à des niveaux locaux, régionaux, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il faut de la cohérence. D'où le fait de pouvoir travailler avec les écoles, les collectivités locales, les associations, les soignants, qui, une fois encore, moi je suis médecin, mais je reconnais bien volontiers que la prévention, ça n'excède pas 20% de médical. Ensuite, il faut de la coordination. Et enfin, le modèle économique est fondamental, parce que les mutuelles elles feraient probablement plus de prévention si tant est que le modèle économique soit vraisemblablement plus solide. D'accord. Alors, dans les parties prenantes, il y a les entreprises. Laurent Borrella, vous êtes précisément, directeur santé Malakoff Humanis. Vous avez beaucoup d'assurés dans l'entreprise. Comment un organisme comme le vôtre peut s'insérer dans un truc, dans une organisation qui soit plus synergie, plus efficace? Alors oui, Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale qui relève de l'économie sociale et solidaire. Et on a pratiquement 10 millions de personnes qui sont assurées par nous, soit au titre d'une complémentaire santé, soit au titre de la prévoyance, donc des arrêts de travail et du décès. Sur ces deux domaines-là, la prévention est devenue pour nous un axe stratégique important, et nous visons de devenir rapidement un acteur de prévention à la fois efficace et majeur en France. Et dans ce cadre-là, je crois qu'effectivement, il faut chercher la complémentarité avec les acteurs publics notamment et les acteurs territoriaux. Maintenant, moi j'ai deux messages à faire passer, enfin trois pour être précis. Première chose, on a parlé de territoire. Dans votre recommandation, vous avez dit qu'il faut des approches territoriales. Il y a un territoire qui est, j'allais dire, intéressant et potentiellement très efficace en matière de prévention, c'est l'entreprise. L'entreprise constitue à la fois ce qu'on appelle une communauté au sens anglo-saxon, c'est-à-dire un lieu d'action publique auprès des salariés de l'entreprise, l'ensemble des salariés de l'entreprise, du PDG au salarié le plus modeste, et
les entreprises ont des objectifs aujourd'hui concernant la santé de leurs salariés, simplement parce qu'elles en ont besoin pour mieux recruter, tout simplement. Ça est devenu important pour les salariés d'avoir un employeur qui s'intéresse à leur santé, à leurs conditions de travail. Et puis, elles ont des responsabilités juridiques autour de la responsabilité sociale et environnementale qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises non seulement s'intéressent à la santé, mais nous demandent à nous, donc, complémentaires. Associer les entreprises. Absolument, associer les entreprises, et on peut mettre en place des programmes de prévention de façon très efficace au sein de l'entreprise. Et ça touche tous les publics. Le deuxième message, ça a été un peu dit par mon prédécesseur, la prévention, c'est un domaine d'innovation incroyable. Et aujourd'hui, il faut repenser les techniques de prévention. Nous, on s'oriente aujourd'hui sur des solutions de prévention ce qu'on appelle ultra personnalisé, c'est-à-dire dans lequel la proposition qui va être faite à une personne dépend du profil individuel de sa personne, c'est-à-dire à la fois de son profil personnel, son patrimoine, y compris potentiellement son patrimoine familial, et son style de vie personnel, voilà, et son lieu de vie, etc. On devient beaucoup plus pertinent quand on propose à quelqu'un de comprendre ses facteurs de risque et d'agir sur ces facteurs de risque personnels plutôt que sur des facteurs de risque populationnels. Donc ça, c'est faire de la prévention là-dessus et le faire en mode ce que j'appelle figital, c'est-à-dire en associant du digital et du numérique. Pour ça, on a besoin de la data. Petit message aux pouvoirs publics qui ont toujours du mal à imaginer qu'on puisse avoir besoin de data. Deuxièmement, on a besoin de temps médical, notamment de temps médical, paramédical, etc., pour pouvoir associer la data et le médical et faire de la bonne prévention. Le dernier message que je voulais passer, c'est il faudrait qu'on ait une meilleure coordination entre acteurs publics et acteurs privés. Je pense qu'il y a une énergie incroyable auprès des acteurs privés, dans le monde des complémentaires que je représente là, ou des plateformes de services aux complémentaires, il y a une énergie incroyable. On travaille avec beaucoup de start-up et tout ça, cette énergie, par rapport aux autres, mettons-la en cohérence avec les collectivités. Comment, on a encore 20 minutes, dans chaque table ronde, on essaiera à la fin de chaque table ronde d'avoir des conclusions précises. Comment faire en sorte que ça avance réellement? Parce que là, on a bien vu la situation, on sent que le fruit est mûr, hein, la ministre l'a rappelé, le ministre s'appelle le ministre de la Prévention, les ARS sont motivés, les collectivités territoriales aussi, les parties prenantes aussi. Alors, on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, concrètement, comment avancer? Alors, monsieur Michel et Paoli. Moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, effectivement, déjà, il me semble qu'il y ait quand même une impulsion nouvelle venue de haut. Mais effectivement avec une déclinaison territoriale qui me semble très pertinente, qui assure l'équité, etc. Mais ensuite, au niveau territorial, il faut que l'ensemble des parties prenantes puissent développer des actions. Et effectivement, les collectivités locales me semblent aussi assez pertinentes pour ça. Et c'est à ce niveau-là, je pense qu'on peut regrouper toutes les parties prenantes. Ça paraît le bon niveau. C'est sûr. Alors comment? Oui, alors Thomas Deroche, et puis Frédéric Chéru, non? Thomas Deroche, allez-y. Merci. Peut-être déjà, je pense qu'il faut qu'on sorte de quelques ambiguïtés, parce que quand on dit, par exemple, collectivité territoriale, il y en a de plein de niveaux différents. Et Monsieur le maire évoquait l'échelle de la ville, qui est effectivement celui de la vie courante de chacun, et qui est sans doute l'espace sur lequel ça fait le plus sens pour attraper les populations, etc. Mais en même temps, il faut l'articuler avec toutes les échelles. Alors moi, ce que je voulais dire sur comment on crée un espace pour s'atteler ensemble à ce défi de la prévention, peut-être déjà, il va falloir réfléchir sur justement la spécificité de ce sujet et le fait qu'il mérite notre attention en soi. Aujourd'hui, et c'est normal, lorsqu'on va dans les territoires, on a souvent le sujet de l'accès aux soins qui revient, parce que le prime abord, c'est quand même évidemment l'accès aux médecins en particulier qui fait défaut et qui pose question et qui, quelque part, et c'est légitime, englobe tout le sujet santé dans la discussion et en même temps, peut-être efface un peu trop le sujet de la prévention dont on a dit et redit à l'instant qu'il n'était pas que lié à l'action des professionnels de santé. Donc il va falloir qu'on ait un espace qui soit probablement capable de traiter tous les aspects de la santé, l'autonomie, l'accès aux soins et la prévention, mais en donnant bien l'espace nécessaire à la prévention et ne le laissant pas se faire en quelque sorte submerger par l'enjeu de l'accès aux soins qui est éminemment important mais qui n'est pas exactement le même. Comment vous allez faire en Normandie alors?
Déjà, je le disais un peu à l'instant, il y a un sujet d'échelle. En fait, tous les acteurs interviennent à beaucoup de niveaux. Vous avez, le niveau, on parlait de l'éducation nationale tout à l'heure. L'éducation nationale, elle est nationale, mais elle est aussi régionale, mais elle est aussi très locale. Les ARS, évidemment, elles ont un volet régional, un volet local, et même une collectivité région. Elle peut, nous c'est le cas en Normandie, être dans le financement de dispositifs micro-locaux. C'est-à-dire que nous on a des référents territoriaux en promotion de la santé dans les territoires les plus prioritaires de la région. C'est une spécificité en Normandie. On a donc des financements croisés entre les collectivités, donc les villes évidemment financent, mais l'ARS finance, mais aussi la région. Donc on voit qu'il y a des sujets d'interconnexion entre les échelles. Et donc oui, l'espace de discussion va être plutôt au niveau de la ville, mais il faut une stratégie régionale, il faut sans doute des interfaces départementales aussi pour que ça fonctionne. Et ce n'est pas pour empiler les couches, c'est que simplement à un moment, ça doit être assez cohérent pour reprendre le titre de la conférence et de la proposition. Et donc, je ne vais pas être trop long, mais effectivement, nous, alors, on a un dispositif... en Normandie, on aime bien les partenariats quand même entre les différentes parties prenantes. Par exemple, sur l'investissement, nous, on a une région qui a été la seule de France qui ait mis quasiment autant que l'État sur l'exercice du Ségur investissement. On a des départements, pareil, sur le Ségur investissement des EHPAD qui ont quasiment mis au même niveau, voire des fois plus que l'État. Donc, on a ces espaces de travail. On a sur l'accès aux soins une charte régionale où on s'oblige à aller dans le même sens avec des systèmes en gros de comités départementaux où sur la prévention, est-ce que vous allez... Et donc, vous l'avez pas encore créé, sur la prévention, on est en train d'y venir avec des comités départementaux qui aujourd'hui, ils existent. On a des comités départementaux, mais c'est des sujets de spécialistes. Et juste pour rebondir et passer la parole aux autres intervenants, c'est des sujets où il y a des acteurs de la promotion de la santé, des représentants des différentes institutions, l'éducation nationale, etc., mais qui ne sont pas ouverts aux entreprises, qui ne sont pas assez ouverts aux EPCI, aux élus, et sur lesquels on va être appelé là aujourd'hui à croître pour élargir le cercle et toujours travailler au niveau de la ville, mais réfléchir quand même au niveau départemental pour trouver les bonnes synergies. Donc c'est ce qu'on est en train de bâtir et c'est à la fin sans doute une simplification, mais pour le moment ça cause quand même énormément de travail pour simplifier la complexité. Voilà. Pardon. Oui, comme toujours. Philippe, comment... Je pense qu'on tourne toujours sur les mêmes... C'est vraiment désolé de partir ainsi. On tourne toujours sur les mêmes problèmes de structure et d'organisation. Et ça ne marche jamais, parce qu'il n'y aura jamais tout le monde autour de la table. Vous êtes pessimiste, là? Non, moi je ne suis pas pessimiste, non. Mais je pense que la façon d'y arriver, parce qu'on parle de prévention, c'est un mot magique, mais la prévention, il faut la rendre concrète. Donc il faut commencer à définir ce que l'on veut prévenir. Le jour où on aura, au niveau d'une région, un objectif commun, je ne sais pas, moi, prendre lutte contre l'obésité dans notre région, ça peut être un élément. Une région ou un plus petit territoire. Oui, enfin, une région, un département, le bassin du Douaisis, que sais-je. Voilà, on définit, voilà l'obésité. Et on demande à tous les gens comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. On va demander au maire, on va lui dire, voilà, il faut faire une ville marchable. On sait très bien que dans les villes où on peut beaucoup marcher, il y a des indicateurs scientifiques très précis qui montrent que la tension artérielle est basse, les indices de masse corporelle diminuent. On va demander par exemple à l'ARS de savoir comment est-ce qu'on peut prendre le problème en charge de manière un peu plus souple de l'obésité morbide, c'est-à-dire tous les problèmes d'intervention qu'il faut faire, et non seulement l'intervention, parce que c'est pas la fin en soi, mais c'est le suivi du patient qui aura été opéré, parce que c'est là généralement que tout se joue. Et le suivi du patient, il va se faire forcément avec les acteurs sociaux, les acteurs locaux qui vont aller le voir, avec les associations. Donc je crois que c'est le point de départ. Tout le monde va être d'accord pour un objectif. Les gens vont être moins d'accord a priori pour une organisation et ensuite un objectif parce que chacun va vouloir tirer la couverture à soi. Alors moi j'ai une vision qui est il faut que l'État participe, il faut qu'il y ait une délégation interministérielle, et je dis bien interministérielle, qui s'intéresse à la prévention, et le canal principal de l'État reste les ARS. Donc en pratique, l'information déboule au niveau des ARS, mais au départ, elle doit irriguer complètement le territoire. Et ensuite, à mon avis, la structuration, je ne vais pas dire qu'elle se fera toute seule, mais elle se fera beaucoup plus naturellement parce que chacun sait ce qu'il pourra faire dans le cadre d'un objectif fixé tous ensemble. Voilà.
Voilà, monsieur le maire, alors d'abord un objectif et l'intendant suivra. Non mais c'est pas mal, je trouve, comme proposition quand même. Un mot peut-être pour réagir à ce que disait monsieur Desroches sur le rôle des différentes collectivités. Je crois qu'il peut y avoir une relative spécialisation. La région, nos régions sont larges aujourd'hui, peut avoir plutôt un rôle d'aménagement du territoire, une vision de la cartographie des grands investissements en santé. Alors, en lien avec les ARS et les CHRU notamment, où est-ce qu'on met les gros investissements médicaux dans les hôpitaux, où est-ce qu'on met les surspécialités dans les hôpitaux d'un territoire. Tous les hôpitaux ne peuvent pas tout faire. Comment on crée la carte des maisons de santé, des maisons médicales de garde, etc. Tout ça, avec ces investissements lourds, peut être plutôt piloté avec la région. Le département, évidemment, c'est tout le médico-social, c'est le grand âge, c'est la petite enfance. Et la prévention, à mon sens, ça doit vraiment être à l'échelle du bassin de vie avec les communes et les agglos. Voilà pour esquisser une spécialisation. Nous, on a testé dans le Douaisis, avec la FHF, quelque chose qui intéresse aussi beaucoup l'AMF, c'est la responsabilité populationnelle. Se dire, on essaie de se concentrer déjà sur 2 pathologies qui représentent un nombre de personnes à risque considérable et des pathologies, quand elles ne sont pas bien soignées, qui peuvent être avec des pronostics vitaux à court terme. Le diabète et l'insuffisance cardiaque. Alors, les chiffres, je ne vous garantis pas totalement le chiffre exact, mais je crois que c'est quelque chose comme 13 000 personnes diabétiques ou à risque dans le Douaisis. Le Douaisis, c'est 250 000 habitants. Et 8 000 à risque d'insuffisance cardiaque. Vous additionnez les deux, alors certains ont les 2 risques, on n'est pas loin d'une personne sur 10. Une personne sur 10. Comment on fait pour aller chercher massivement toutes ces personnes sans attendre qu'elles tombent malades, sans attendre qu'on les retrouve à l'entrée des urgences, en mobilisant les médecins, les associations de quartier, etc. Et en les faisant rentrer dans des parcours où l'objectif, c'est de mesurer précisément le niveau de risque, voir si la maladie est déclenchée, comment on la stabilise, et ensuite permettre aux gens de comprendre leur pathologie ou leur risque, de vivre avec et de faire en sorte que ça ne se dégrade pas. C'est ça le vrai enjeu de la responsabilité populationnelle, et ça pourrait être sans doute un des paradigmes du futur système de santé. C'est plus efficace pour le patient, c'est moins cher pour le contribuable, et les acteurs de santé s'y retrouvent parce que ça donne davantage de sens à leur action. D'accord. Alors, un commentaire, et puis après on fera le tour de table de conclusion sur le point qu'il faut mobiliser pour que ça avance réellement. Moi, j'avais juste un mot à dire. Effectivement, l'objectif qui définit une organisation, c'est ça, très bien. Le populationnel, c'est encore mieux. Il faut l'argent fléché aussi à tout ça. Parce que, effectivement, c'est quand même le nerf de la guerre. Je ne crois pas dans l'état actuel des choses qu'un médecin ait beaucoup d'intérêt à faire de la prévention pour des raisons purement de gagner sa vie, quoi. Voilà. C'est aussi bête que ça à dire, mais il faut le dire. Oui, mais oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est le paiement à l'acte, mais c'est pour ça qu'il y aura des paiements peut-être à des consultations, comme vous disiez. Enfin, ça, je crois que c'est quasiment prévu. Laurent Borella ? On a parlé beaucoup de coordination autour d'objectifs de santé publique partagés, etc. C'est parfait. Je partage, par exemple, les objectifs que vous poursuivez à Douai. Nous, c'est ceux qu'on poursuit aussi, les mêmes, dans nos programmes de prévention qu'on est en train de mettre en place auprès de nos assurés, autour des risques cardiovasculaires, qui couvrent le diabète, l'insuffisance cardiaque, mais aussi d'autres risques cardiovasculaires, enfin l'arythmie cardiaque, etc. Et il y a des mesures assez simples qui pourraient être faites pour accélérer le déploiement de ce type de solutions, ne serait-ce que de faciliter leur financement. Il ne s'agit pas de mettre plus d'argent public sur la prévention, il s'agit de rendre beaucoup plus fluides les dispositifs de financement qui existent. Aujourd'hui, vous avez une étanchéité, par exemple, entre les dépenses de santé, de soins, et les dépenses de prévention. Un geste de prévention chez un médecin, ce n'est pas payé de la même façon qu'un geste de soin. Eh ben, quand nous faisons, de la prévention complémentaire, nous ne pouvons pas le financer sur la base d'une dépense de risque classique. C'est une contrainte importante qu'on pourrait très facilement lever en disant « rendons plus fluides les dépenses de prévention », considérons que ce sont des dépenses de soins et de santé normales. Moi, en tant que complémentaire, je suis prêt à copayer les dépenses de prévention qui sont aujourd'hui payées à 100% par la sécurité sociale. Une consultation, alors peut-être on va avoir la réponse dans les consultations, enfin dans le projet Macron là, de consultation à différents âges de la vie, mais c'est pareil, une consultation sèche, à un moment donné, aura une efficacité limitée. Une consultation qui s'intègre dans un parcours de prévention qui a été précédé par une meilleure compréhension du style de vie de la personne, etc., ça rend la consultation beaucoup plus efficace. Vous allez centrer sur les risques de la personne et vous n'allez pas perdre de temps à faire un 360 sur des risques qui n'existent pas. Ça, c'est possible demain, si jamais on simplifie certaines règles, notamment autour du financement. D'accord. Alors, voilà, vous dites que vous avez les mêmes objectifs que Frédéric Chéreau à Douai, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi vous ne parlez pas ?
Alors, on se parle pas parce que côte à côte, mais c'est le hasard. non, mais ça fait partie. C'est l'intérêt du débat. Merci. On se parle d'abord, vous voyez. Et deuxièmement, il faut bien reconnaître qu'en France, on a une vraie difficulté sur la coordination entre les acteurs du monde de la vie, j'allais dire de la vie économique habituelle, et les acteurs du monde public. C'est pas lié aux soins. On l'a vu pendant le Covid, pardon, mais on a beaucoup travaillé, nous, sur le Covid, sur les entreprises. Vous avez vu que les entreprises ont été extrêmement efficaces pendant le Covid. Elles ont presque toutes réussi à passer à 100% de télétravail au moment du grand arrêt là, de mars 2020, je crois, à passer en télétravail très rapidement. Elles ont fait le job. Et ça s'est fait finalement sans grande concertation avec les pouvoirs publics. Il y a une vraie responsabilité au niveau des acteurs de la vie économique. Moi, je demande que ça, qu'il y ait plus de dialogue, qu'on puisse partager, pas seulement des objectifs, partager des techniques aussi. Oui, mais est-ce que vous pourriez échanger? Est-ce que ça peut être utile ou comme une maison comme Malakoff Médéric qui a développé plein de systèmes électroniques pour dépister, prendre en charge les maladies adossées. Est-ce que c'est envisageable? Ça peut être le début sur un territoire de réunir toutes les parties prenantes. C'est ça un peu l'idée. Ou est-ce qu'on est encore... Pour nous, les mutuelles il n'y a aucune volonté de ne pas parler aux mutuelles. Ça nous va très bien si c'est un partenaire qu'on met autour de la table. Mais on n'est pas forcément tout le temps exactement sur le même champ. Nous, on organise, on souhaite organiser le système de prévention sur le territoire. Après ça, il faut que ce système soit financé, que les personnes puissent trouver le moyen d'être financées sur la prévention que fait le médecin ou sur l'acte. Je prends un exemple tout bête. Dans le Douaisis, on participe à quelque chose qui s'appelle le sport sur ordonnance. Et ça, c'est un truc très chouette. Le médecin peut prescrire du sport à une personne. La consultation médicale, elle est financée par l'assurance maladie. La pratique sportive elle-même, nous, on se débrouille. On intègre les gens à la piscine municipale ou dans des clubs de sport qu'on connaît, etc. C'est pratiquement pris, c'est intégré dans les coûts fixes. Le problème, c'est la personne qui est entre les deux qui doit transformer une ordonnance médicale et la traduire en pratique sportive en disant vous allez faire un petit peu de gymnastique ici, tel type de natation, etc. Et cette personne qui est à la plateforme Santé du Douaisis, une association locale chez nous, elle n'est pas financée. Donc moi, je mets de l'argent municipal. Certaines mutuelles financent ce travail-là pour leurs adhérents. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant sur lequel on pourrait travailler. D'accord, oui, en effet. Alors, il nous reste 5 minutes. Ça peut se travailler. Oui, Michel. Oui, je pense que ça peut se travailler au niveau local et territorial, d'autant plus que les mutuelles ont aussi cette structure-là. J'ai tendance à penser en plus que les mutuelles ont un avantage, c'est qu'elles connaissent aussi leurs bénéficiaires et que ça fait partie de cette possibilité de coordination multifactorielle, en fait. Alors, un mot de conclusion, chacun, sur... pour que ça avance plus vite, toujours la même question. Non, mais comme disait, on avait invité le président du Conseil de santé publique, j'ai oublié le nom à l'instant, Franck Chauvin, qui nous a dit, mais si on veut qu'il y ait moins de pression à l'hôpital, qu'on diminue les maladies. Et pour diminuer les maladies, c'est la prévention. Mais on a du mal à... Alors, un mot de conclusion. Alors, Philippe, on va faire comme ça. Juste l'exemple qu'on vient de voir, c'est bien parce que vous travaillez sur la même chose que vous avez commencé à parler. Donc, je pense que tout le problème d'enjeu, c'est on donne un message concret, une vision concrète, on fait un diagnostic de territoire et on dit on va s'attaquer à ça. Alors, le choix va dépendre aussi non seulement des parties prenantes, mais également de la population. Si la population n'a pas envie de s'intéresser, ça ne marchera pas. Donc une fois que vous avez ça, à mon avis, automatiquement, il va y avoir une agrégation. Tout le monde a quelque chose à apporter à un objectif partagé. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui est important pour commencer à enclencher les choses, plus l'identification réellement d'un budget destiné à la prévention au niveau national. Ça lui donnera une réelle existence. Sinon, c'est du bricolage un peu partout. Et on n'arrive pas à avoir de politique continue là-dessus. Thomas Fato vient d'arriver, mais pas sur la prévention. On lui demandera s'il y a de l'argent pour la prévention. Alors, un dernier mot. Je crois que si on pouvait améliorer la concertation ne veut pas forcément dire pilotage. Je crois on a trop tendance en France à assimiler concertation et pilotage. Il faut laisser les acteurs, j'allais dire, avancer, faire des choses, mais la concertation, ça permet de partager des objectifs, ça permet de partager des outils. Je pense qu'il faut fluidifier les financements, voilà, je l'ai dit. On pourrait copayer les actes de prévention comme on copaye aujourd'hui une consultation médicale. Ça allégerait les finances de l'assurance maladie et ça rendrait beaucoup plus facile justement le financement de tous ces acteurs qui font de la prévention qui aujourd'hui ne sont pas financés. Félix Jean.
Alors, on l'a dit, un pilotage local, une concertation des acteurs de santé autour de la prévention, affirmer que la ville est au centre, intégrer la prévention dans le financement du système de santé pour encourager tout le monde à être vertueux. Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans les études de santé, il faut former des médecins en santé publique, il n'y en a pas assez aujourd'hui, et il faut faire en sorte que dans leur cursus, les jeunes médecins fassent beaucoup de villes, notamment en dehors des métropoles. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Amouyel, un jeune interne en santé publique dans notre CPTS, et ça c'est très bien. Nos jeunes médecins sont trop formés dans les CHRU, ils apprennent une médecine experte, mais pas assez dans les villes et pas assez loin des métropoles où on a besoin qu'ils s'installent aussi. Les études médicales, il faudra qu'on fasse un débat dessus parce qu'il y a en effet beaucoup à dire. Non, vous êtes très, très axé sur la prévention santé dans votre vie. Vous êtes vice-président de l'association. Est-ce que vous retrouvez partout ce sentiment d'importance de la prévention dans les villes, ou est-ce que toutes les villes sont mobilisées, 50%, un tiers? Quand on parle de prévention, les maires sont tous d'accord pour dire que c'est important, mais la première chose qu'ils demandent, et aujourd'hui de plus en plus fort, c'est simplement d'avoir des médecins. Je peux vous dire que la situation, elle commence à être critique à Douai, mais dans certaines zones, on est au-delà du critique, ça devient catastrophique. On est très très inquiet. Donc la prévention fait les frais de ce manque de médecins, enfin de cette priorité. Il y a des coins où vous pouvez même plus faire de prévention, mais vous soignez plus de toute façon. Voilà. Les gens, ils vont voir le pharmacien s'il y en a encore un, et après ça, ils vont aux urgences à 40 km. Il n'y a plus de médecins. Ouais. Merci. Moi, je voudrais retenir deux choses peut-être de la table ronde. La question de définir peu d'objectifs et peu de territoires, à la limite hyper prioritaire, peut être mobilisatrice. Et je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que ça peut être générateur un peu d'une mobilisation spontanée. Et donc ça, il faut énoncer rapidement les diagnostics, énoncer les objectifs prioritaires et créer un élan autour de ça. Mais je pense que ça ne suffit pas, et la table ronde le montre bien d'ailleurs, pour que tout le monde se côtoie et tout le monde en parle, parce qu'effectivement, l'accès aux soins a tendance un peu à submerger un peu le reste des questions de santé, et celle de la prévention, il faut lui donner un espace à part entière, peut-être conjoint avec les autres, mais vraiment un compartiment où on s'engage à discuter, et dans un cercle suffisamment large, territoire par territoire, de ce sujet. Donc je pense quand même que là, on constate qu'il y a cet espace qui manque encore pour que les choses avancent et qu'on tire tout le potentiel des synergies qu'on a vues effectivement pendant le Covid. Et les entreprises, je suis d'accord, on travaille beaucoup avec elles sur le dépistage, sur la vaccination, on allait dans les entreprises, c'était un accueil formidable, et on n'en profite plus assez. Donc on est obligé quand même de se dire qu'il faut, sans être trop structurel, retrouver un espace pour prioriser cette c'est une bonne conclusion qu'on transmettra à la conférence des parties prenantes. Michel, mot de la fin. L'absence de médecins, c'est plutôt l'accès aux soins. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de prévention avec beaucoup d'autres acteurs que des médecins, et dans d'autres lieux, l'entreprise, l'école, et aussi d'autres soignants que les médecins. Donc je pense que la coopération et la proximité sont des choses importantes. Et le financement identifié. Voilà, c'est sûr. Merci messieurs. Merci. On progresse, on va y arriver. Merci beaucoup d'être venus si tôt à Paris pour ceux qui viennent de... Et j'allais dire, on peut vous applaudir.